Bonjour à tous, à toutes. Bon, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Porra. Donc Loïc, je propose de te laisser te présenter. Dois-je encore me présenter? Non, je rigole. Écoutez, voilà, pour ceux qui me connaissent peu ou pas, je suis un des pionniers du MMA français. J'ai initié cette discipline au milieu des années 90, juste après l'arrivée de l'UFC sur les écrans de télé. J'ai pu m'entraîner, eu la chance de m'entraîner beaucoup en Hollande. Voilà, j'ai fait quelques combats. J'ai pas fait beaucoup de combats parce que j'étais souvent blessé. Et puis, j'ai beaucoup entraîné, donné des cours, eu des clubs, et j'ai eu un club dont j'ai fermé les portes là en décembre 2022, qui s'appelait le Platinium. Avec le Covid. Ça a été un peu fatal pour moi. Étant une petite société, c'était compliqué. Et depuis 2020, je suis arbitre international au sein de la Fédération française de MMA, la FMMAF. Et puis, j'ai l'occasion d'aller arbitrer sur d'autres compétitions internationales. Et là, dernièrement, j'ai été arbitré au KSW. Voilà. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on commence sur ton parcours. Comment t'es arrivé dans les sports de combat, comment t'as poussé la porte d'une salle, quoi. J'ai commencé les sports de combat par le karaté à l'âge de 11 ans. Pour l'anecdote, je voulais commencer avant parce que mon père avait fait un peu de karaté étant jeune. Donc il avait un kimono et du coup je mettais son kimono chez moi quand j'avais 8 9 ans. Et puis je faisais des coups de poing, des coups de pied de ce que je voyais avec Bruce Lee, etc. Je suis vraiment la génération Bruce Lee, Jackie Chan. Et puis mes parents ne voulaient pas trop que je fasse des sports de combat. C'est pas parce que j'étais quelqu'un de violent ou quoi que ce soit, mais bon, ils pensaient que entre ce qui existe dans les films et ce qui est la réalité de l'apprentissage d'une discipline de sport de combat, c'est quand même différent. Et j'ai réussi à convaincre ma mère de m'inscrire en allant voir le film qui a vraiment tout déclenché. Ce film s'appelait Karate Kid, Le moment de vérité. Oui. Voilà, Mm. avec Maître Miyagi et puis le jeune Larousseau. Et à la fin de ce film-là, ma mère, elle a tellement adoré le film qu'elle m'a dit, bon, bah d'accord, je vais t'inscrire au karaté. Et je savais qu'il y avait un petit club de karaté juste à côté de chez moi, à une rue de chez moi. Et donc j'ai commencé par le karaté. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 1 an ou 2 ans. Et ça me manquait de contact, j'avais besoin de contact. Et puis on était un jeune quartier de Marne-la-Vallée à Logne. Et c'était le début un petit peu de l'arrivée de ce qu'on appelait le rap, de ce qu'on appelait le Zulu Nation, de ce qu'on appelait aussi les gangs. Et du coup, je me battais quand même pas mal, mais le karaté, c'était pas assez efficient pour moi. Et donc, la seule chose qu'il y avait d'assez ressemblant et qui percutait pas mal dans le quartier, c'était le taekwondo. Et le taekwondo, j'en ai fait ouais, de 13 ans jusqu'à 20. Écoute, j'ai fait mon dernier championnat de France quand j'ai fait mon service militaire, donc ça devait être en 94 ou 95, un truc comme ça. Ouais, en 95, je crois. D'accord. Donc j'en ai fait 13 ans. Voilà, et bon, j'ai gagné quelques trucs intéressants, tout ça, etc. Et en parallèle de ça, dès que j'ai eu ma ceinture noire, dans le gymnase où je faisais du taekwondo, il y avait un prof qui faisait des cours d'une activité de sport de combat qui s'appelait le Daoshu, qui était plutôt de la bagarre de rue améliorée. Et cette personne-là, de par ses relations, a immigré en Hollande. Et en Hollande, enfin, je te fais des raccourcis, hein. Il a immigré en Hollande et en Hollande, il a connu Bas Rutten, qui était un grand champion de MMA hollandais, qui Oui. était King of Pancras au Japon, qui était une star au Japon. Et vu que j'étais un peu l'élément compétiteur de son cours, il m'a invité régulièrement à aller m'entraîner avec Bas Rutten. Et du coup, ce que j'apprenais avec Bas Rutten, bah, je le réitérais dans les cours que je donnais. Du coup, comme il n'était plus là, c'était moi qui donnais des cours. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du MMA. Là, on est écoute, c'est simple, on est en 95, 16, dans ces eaux-là, ouais. Voilà.
Et puis, depuis, j'ai pas arrêté. Et puis, j'ai eu la chance ensuite de rencontrer une personne qui a cru en la discipline, qui s'appelait Sylvie Delange, qui était la présidente du Cagin Club à Paris, dans le 11e. Et elle m'a, suite à une démonstration qu'on avait faite au Salon des Arts Martiaux, pas au Festival des Arts Martiaux. À l'époque, il y avait un Salon des Arts Martiaux à Paris. Et j'avais fait une démonstration. Et donc, du coup, elle était intéressée par l'activité et elle m'a donné 3 cours dans la semaine. Voilà. Et c'est simple, au début j'étais quasiment tout seul. Après il y a un gars qui me dit bah, tu fais quoi? Je lui ai expliqué ce que je faisais. Alors, je disais du pancrace, parce qu'à l'époque ça n'avait pas de terme, le MMA n'existait pas en termes définis Ouais. comme tel. Mm. Et puis de un on était deux, de 2 on était 4, de 4 8, et puis ça a fait exponentiel, quoi. Et puis à un moment donné, le Cagin a été un lieu où tous les dimanches de 16h à 18h il y avait toute la place parisienne des anciens qui venaient s'entraîner en MMA, quoi. Donc on avait créé avec Cyril Diabaté, on avait créé aussi dans les années 2000, on avait créé un collectif qui s'appelait French Connection. Ouais. Et puis on avait, moi j'avais mes élèves qui étaient de ma première génération, donc Johnny Frachet qui actuellement travaille au sein de la fédération de MMA. On avait Norman Parisi, Brian Rafik, Tonton, Christian Mbombou, Jean-Louis Albert, Stéphane Hatch, Chauffourier, connu sous le nom Hatch, le promoteur du 100% Fight. Voilà, on avait toutes Et ces patron de Edge personnes-là, Academy, ouais. voilà, et qui, voilà, on s'entraînait tous ensemble et tout ça pendant des années, tu vois. On se rappelle qu'on était en train de s'entraîner quand il y a eu les attentats du 11 septembre, tu vois, Ah ouais. 2001. Hein. Donc on Ouais, était en en train de 2001, ouais. s'entraîner, on était là comme des oufs et tout. On fait, ah ouais, putain, tu vois, on était en plein entraînement. Donc tu vois, voilà. Et puis après, la vie fait que chacun un peu fait ses choses, etc. Et quand on se revoit, on est super content de se voir, hein, tu vois, c'est sympa. Et puis voilà, en 2013, j'ai eu l'occasion d'ouvrir ma propre salle avec un ami. Et puis là, je me suis consacré vraiment à ma salle. Après, j'entraînais toujours autant, mais moins le côté compétiteur parce qu'il fallait que je gère beaucoup. J'étais gérant d'une salle, donc une société, donc il y avait beaucoup de choses que je faisais. Et c'est là aussi qu'est intervenu, qui était un de mes élèves aussi, et déjà bien avant ça, mais Lionel Brézéfin, qui est le cadre technique référent pour le MMA français. Ouais. Voilà, un super ami et un de mes élèves, voilà, qui a commencé avec moi et puis maintenant qui a œuvré, tu vois, dans le MMA. Donc, quelque part, là où je suis content, c'est que la plupart des gens dont j'ai été quelque part leur professeur à un moment de leur vie, il y en a beaucoup qui ont continué au sein du MMA et qui ont réussi à percer, à faire quelque chose d'intéressant, que ce soit en tant que prof, que ce soit en tant que responsable, que ce soit en tant que promoteur. Donc voilà, c'est pour ça que quand on dit pionnier du MMA, c'est parce que voilà, j'ai eu beaucoup de générations qui sont passées entre mes mains. Voilà. Oui, et puis vous étiez les premiers, quoi, à faire des compétitions de MMA à ton époque, donc On était les ça aussi. premiers, on était les premiers, il y avait, rien n'existait vraiment, quoi. Il n'y avait pas de règles, enfin, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de catégorie de poids, surtout, il y avait quand même des petites règles. Mais il n'y avait pas de catégorie de poids, on était vraiment les faire-valoir de l'Europe ou de l'extrême Europe, comme à la Russie, parce qu'on a combattu en Russie, etc., dans des conditions assez rigolotes. Mais ce qui était marrant à l'époque, c'est que voilà, les réseaux sociaux n'existaient pas, le numérique n'existait Ouais. pas, tout était en cassette vidéo, donc on filmait pas vraiment les combats. C'était compliqué, ça coûtait cher, un caméscope, enfin bref. Mais on avait envie d'y aller, on avait envie de se battre, on avait envie, on pensait pas à la notoriété. Euh, Là, ce que je m'aperçois maintenant, ce qui est un fait qui est normal, genre faire, je sais pas, donner des coups de pied dans un sac, faire des pompes, ça devient quelque chose d'extraordinaire maintenant pour beaucoup de gens, de pratiquants ou voire de combattants, quoi. Nous, on faisait notre taf, on faisait nos pompes, nos abdos, et on se congratulait pas de ça en faisant croire que c'était un exploit, quoi. C'était pas un exploit, c'était un travail normal, quoi. Pour nous, c'était une base. Oui,
Je vois ce que tu veux dire. On le retrouve pas mal sur Instagram notamment où on voit des gens faire du PAO ou du sac à faire des trucs qu'ils feraient pas en combat, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, de ça, mais après, c'est un travail normal, quoi. C'est rien d'extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je veux dire, Oui, ça fait partie. voilà, tous les gars de ma génération, je peux pas dire le nombre de middle que j'ai pu envoyer dans un sac. Tu vois, je peux pas le dire. C'est impossible. Comme Cyril Diabaté, comme Xavier Papocam, comme n'importe qui, tu vois. Tous les compétiteurs qui ont maintenant, et d'anciens compétiteurs qui ont maintenant plus de 40 ans, je peux pas te dire le nombre de coups de pied qu'on a dû donner dans notre vie, quoi. C'est énorme. Oui, Et c'est pas parce qu'on va mettre un coup de pied qu'on va faire une vidéo pour dire, regardez, c'est un truc extraordinaire qu'on fait, quoi. Ben non, c'est un truc normal. Et ouais, ça, ça fait partie de l'entraînement, tout simplement. Ouais. exactement, exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose dont on en discute beaucoup avec Cyril Diabaté. C'est Mm. quelque chose qui, pour nous, de l'ancienne génération, c'est difficile de vivre avec. C'est que maintenant, les gamins, même compétiteurs de bon niveau, hein, ils sont tout le temps à montrer ce qu'ils font, à faire croire que ce qu'ils font, c'est un truc extraordinaire. Et nous, on ne perdait pas de temps à ça, quoi, à se filmer. On s'entraînait dur, puis après, voilà, c'était la fin de l'entraînement, c'était tout, quoi, tu vois. Maintenant, il y a la fin de l'entraînement, et puis à la fin de l'entraînement, il faut montrer qu'on s'est entraîné, il faut montrer qu'on a Oui. transpiré. Et limite, c'est presque une obligation. Tu as l'impression que si tu le fais pas, ou si le jeune ne le fait pas, on a l'impression que limite, il n'a pas travaillé, quoi. Tu vois? C'est assez Oui, étrange. et puis il y a ceux aussi qui sont dans le surentraînement, qui pensent qu'en faisant encore plus, ils vont être encore meilleurs, mais des fois, ça n'a pas l'effet bénéfique aussi. Ouais, ça arrive plus souvent quand les gars sont pas encadrés par des bons professeurs. Parce que quand tu as un Mm. bon prof, le prof, il le voit tout de suite. Ton coach, il le voit tout de suite. Si tu commences à te surentraîner et puis il va t'obliger à freiner, à mettre le pied sur le frein. Donc, du coup, ça peut arriver dans des régions où, tu vois, le gars, il est un peu tout seul. Il y a encore beaucoup de régions en France où les gars, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Ils sont un peu désœuvrés parce qu'ils n'ont pas de structure pour s'entraîner. Nous, à Paris, c'est vrai qu'on a de la chance. Le mec, il veut en faire à Paris. Bah, il y a tout, hein, quand Ouais. même. Faut pas exagérer. C'est majoritairement, c'est des structures privées que vous avez sur Paris. En province, Ouais, c'est des structures municipales, donc ouais, c'est plus compliqué c'est pour ça, avoir c'est ça, une bonne c'est ça. infrastructure. Ouais. Mais des fois, la passion fait et puis l'envie fait que bah, on a des belles surprises, hein. On le voit beaucoup avec Mm. les compétitions amateurs. On voit arriver des Ouais. clubs dont on ne connaissait pas l'existence et avec des jeunes qui sont vraiment très, 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 très bons parce qu'ils ont aussi l'envie et, euh, et, et la passion qui fait que leur niveau, il est élevé. Puis ils osent faire des choses. Tu vois, ils osent des mouvements, ils osent des combinaisons, et puis en fin de compte, ça passe, quoi. Donc c'est ça qui est assez génial. Là, tu vois, je vais partir demain, je pars à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a la MMA League à Clermont-Ferrand. J'ai hâte d'y être parce que je vais voir plein de combats, plein de jeunes, voilà, et ça va être super génial, quoi. Plus le côté de voir Ouais, les officiels. au sujet de la MMA League, tout ça, j'ai entendu Cyril Diabaté justement qui expliquait qu'il y en avait pas mal. C'était pas loin des combats professionnels de ce qu'il proposait, Ah bah là, clairement, techniquement. il y en a certains en MMA League, ils sont beaucoup plus forts dans la même catégorie que des gars qui sont déjà en professionnel. Il n'y a pas Mm. photo. Il y a des athlètes qui combattent en professionnel qui ont allé, moins de 3 combats. Ils ne gagnent pas un tournoi. Je ne sais pas s'ils passent des combats en amateur, face à certains amateurs. Donc là, on va avoir une génération, ça va être assez intéressant parce qu'on va avoir une génération de combattants professionnels qui auront peut-être 4 5 combats face à des jeunes amateurs qui auront déjà peut-être une trentaine de combats amateurs. Et tu vois que le niveau sera complètement différent, quoi. Et tu en as beaucoup qui ont voulu vraiment tout de suite sauter le pas et rentrer en professionnel. Ben leur score, il va pas être beau à voir, hein. Ils vont se faire, ils vont avoir que du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Donc ça va être Oui. compliqué. Et au sujet du MMA amateur, tu penses pas que après, quand tu as une grosse carrière amateur au passage pro, il puisse avoir l'effet inverse, comme on peut voir par exemple dans la boxe anglaise. Les mecs qui ont eu des grosses carrières amateurs, quand ils passent en pro, ils ont du mal
avoir un style de combat au niveau professionnel. Et on l'a vu récemment avec Lomachenko, avec son style amateur, ça lui a desservi face à Devin Haney, où là, on a vu clairement la boxe pro face à de la boxe amateur. Alors, je pense qu'en France, non, on sera pas forcément confronté à ce genre à cette problématique parce que les athlètes français, ils travaillent de toute manière, ils travaillent vraiment comme des professionnels et souvent ils ont un but euh, pour beaucoup d'entre eux, hein, de vouloir combattre en professionnel. Donc le mécanisme de l'entraînement fait que ça s'entraîne un peu comme des professionnels. Euh, Ça, c'est le constat qu'on peut faire en France. Quand j'étais au championnat du monde de MMA amateur, où il y avait des grosses nations qui ont quasiment tout raflé, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Mm. le Bahreïn, où ils misent énormément sur l'amateurisme, ils misent sur la lutte, etc. Je pense que eux, ce seront des pays qui auront plus de mal à passer en professionnel parce qu'ils s'entraînent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mood amateur. En amateur, il n'y a pas le coup de genou au visage. Donc, les gars qui font de la lutte, ils Oui, peuvent plonger dans les jambes. Ils n'ont pas cette crainte de plus recevoir un facilement, oui. Mm. au sol ou en corps à corps ou en clinch. Il n'y a pas les coups de coude. Donc, tu vois, prendre un contact et rester faire un travail de ce qu'on appelle du catch control, essayer de faire tomber quelqu'un au sol parce qu'on l'a appuyé sur la paroi de la cage, ben, s'il n'y a pas les coups de coude, ben, ça t'enlève une difficulté, tu vois. Et eux, ils s'entraînent beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup pour gagner des combats et des tournois internationaux et sans prendre trop de coups, sans se mettre énormément en danger, etc. Donc, eux, ils sont très formatés règlement amateur. Je pense que les Français, on est moins formatés règlement amateur. Et donc, du coup, cette transition, en ce qui concerne les Français, là, pour le coup, elle sera beaucoup moins difficile que ces pays qui sont vraiment à fond sur l'amateurisme. Ouais, mais puis c'est aussi parce que le sport est récent en France. Les compétitions amateurs sont récentes, donc c'est vrai que les gars ont l'habitude de s'entraîner en mode professionnel. Ouais, alors l'activité de compétition MMA et MMA amateur est relativement récente. Maintenant, des clubs de MMA, c'est quasiment les mêmes qui existent depuis presque 20 ans, tu vois. Moi, mon club, Ouais, même s'il a 10 ans, ça fait plus de 25 ans que je donne des cours. Cyril, la Snake Team, ça va faire près de 20 ans, 25 ans qu'elle existe. La Bushido ouais, Academy, ça ouais, c'est fait ça. longtemps. Pythagore, ça fait longtemps. Hatch, ça fait longtemps. Enfin, je veux dire, tu vois, Mathieu Nicourt, il a commencé avec moi aussi. On était ensemble quand Un on match s'entraînait unique, ouais. avec Basruten, donc ça fait plus de 25 ans aussi. Donc, tu vois, les structures, elles sont vieilles, donc c'est pas si récent que ça dans la manière de faire. Maintenant, c'est la compétition qui fait. Et comme les gars, ils ont pris aussi beaucoup d'exemples, les amateurs, ils ont pris beaucoup d'exemples de s'entraîner avec des professionnels et de prendre aussi de ce qui est bon chez les professionnels sur les attitudes, sur ce qu'on appelle des remises en base, tu sais, quand tu te relèves, etc. etc. Bah, du coup, Mm. ça fait un ruissellement par le haut qui va justement au monde amateur. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça fait des combattants et des combats amateurs qui sont de très haute volée, quoi. D'accord. Et je voudrais qu'on revienne. Tu t'es entraîné aux Pays-Bas, mais tu t'es entraîné notamment chez Haute Tension avec Jean-Marie Mercier à cette époque-là. Absolument, absolument. Voilà. Je fais partie on va dire, tu vois, à haute tension, il y a deux groupes, on va dire. Il y a les boxeurs de haute tension, c'est-à-dire que ceux qui sont Ouais, vraiment allés les Muay Thai, tout ça. Ouais. ouais, Mm. ben, ceux qui sont allés au charbon, que ça soit, tu vois, moi, à haute tension, j'ai combattu en boxe taille, j'ai combattu en kick, j'ai combattu en full contact. En gros, il y avait des combats, on disait, ah, tiens, toi, t'es dispo, tu fais quoi, machin, c'est dans 2 mois, machin, ça te dit, ouais, vas-y, on y va. Bon, voilà. Il y a vraiment les Mm. boxeurs de haute tension et tu avais on va dire, les pratiquants de boxe à haute tension. C'est deux mondes différents. Tu vois, je fais le distinguo. Il y a vraiment ceux qui Mm. étaient les soldats, tu vois, on partait à la guerre. Et il y a ceux qui s'entraînaient, qui faisaient un petit peu de compétition, qui n'étaient pas encore, c'était pas des gars de haute tension. Enfin, voilà, c'est un peu, tu as, t'as le haute tension et tu as la famille propre à l'intérieur. Et après, tu avais les gens qui étaient pas encore rentrés dans le cercle familial Ouais, de haute. le noyau dur, quoi. C'est ça, mais ça. Et oui, en tant qu'entraîneur, donc quand tu as parlé de ta salle,
Tu as eu aussi une féminine, la première féminine que tu as formée en combattante. C'était T'es Visay. vissé? Hmm. C'était Visay et donc elle venait du Kung Fu. Quand elle est arrivée à mon cours, elle a kiffé tout de suite le MMA. Et tout de suite, elle a voulu faire de la compétition. Donc, je lui avais fait un petit peu, j'avais trouvé quelques filles pour des petites compétitions. Je me rappelle notamment du côté de, c'était en Champagne, mais c'était du côté d'Auxerre, un truc comme ça. On avait fait une petite compétition avec une nana. Elle avait gagné, c'était top. Et puis, elle voulait vraiment combattre. Et à l'époque, la plaque tournante du MMA féminin, c'était le Japon. Ils avaient vraiment Ouais. des ligues féminines qui s'appelaient à l'époque Smack Girl. Donc, c'était une ligue de combattantes pro féminines. Et je lui ai dit, écoute, Ellie, franchement, si tu veux aller au bout de ton idée, ton rêve, là, il faut que tu ailles au Japon. Voilà. Donc, elle y est allée. Elle est partie une première fois pendant 2 mois. Elle avait économisé pour y aller 2 mois pour faire le tour des clubs. Elle avait trouvé son club de cœur là-bas au Japon. Elle est revenue, elle a bossé 6 mois vraiment dans une crêperie à Paris, une belle crêperie, où elle a Hmm. gagné du coup pas mal de sous pour pouvoir partir cette fois-ci 1 an et demi, je crois, au Japon. Et du coup, elle s'est entraînée chez Abe, je ne me rappelle plus son nom, c'est Abe, bon, c'est un ancien grand champion de Shuto, tout ça. Et puis, elle est devenue, dans sa catégorie, elle est devenue, je ne sais plus, numéro 3 mondial, un truc comme ça, à un moment donné, quoi. Donc, elle était bien, quoi. Elle cartonnait bien. Il y avait des reportages sur elle. Et puis là-bas, au Japon, quand tu es un combattant, tu vois, c'est Ah déjà quelque chose ben, t'es vu d'extrême, comme un tu vois. demi-dieu, hein. Presque, ouais. Hmm. Donc, du coup, elle a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis, quand elle est revenue, bah, elle a toujours enseigné avec son mari, Julien Sévéon. Il donnait des cours au Candice. Et après, ils ont monté leur propre structure qui s'appelait Parabellum Combat Club. Et après, elle donnait aussi des cours chez moi. Et au Platinium, on avait réussi à créer vraiment une section 100% féminine de MMA. Et donc, du coup, elle a cartonné. Puis, on a formé, enfin, elle a formé beaucoup de championnes de MMA françaises. Donc, c'était sympa. Donc, tu vois, c'est des petits, quoi, des petits, des petits, des petits. Et elle continue encore, Oui, oui, alors maintenant, elle et elle habite à continue Nantes. encore, il me semble. Elle est à Nantes. Elle a une structure féminine qui marche très, très bien aussi. Et avec son mari, ils ont une structure, toujours le Parabellum Combat Club euh, à Nantes. Et ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Et donc, maintenant, il y a l'après Platinum. Je crois savoir que tu as créé une nouvelle structure, Alors, si tu voulais je en suis en parler. cours de création, donc j'ai un local. Et là, on devrait débuter les travaux dans peu de temps, là. Et j'espère, je fais tout pour pouvoir ouvrir fin juin. J'aimerais bien ouvrir fin juin. J'ai pris quand même 2 mois de retard. C'est compliqué, les autorisations, tout ça dans Paris, c'est compliqué. Mais on a un très, 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 très beau local. Vraiment, il est magnifique, vraiment magnifique. Et on va en faire quelque chose de vraiment très, très beau. Et là, pour le coup, on va vraiment se concentrer énormément sur le MMA. Là où au Platinium, je faisais du MMA, je faisais de la boxe thaï, de la boxe anglaise, des machins, etc. Là, c'est vraiment Ouais. gros, 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 gros travail de MMA avec un tout petit peu de boxe thaï et un tout petit peu de boxe anglaise. Mais par contre, le gars qui veut faire du MMA et de la lutte à livrer, donc du grappling, chez moi, il sera servi parce qu'on va faire vraiment essentiellement que ça, que ça, que ça, que ça. Avec des objectifs qui sont vraiment clairs. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir des champions amateurs et des champions professionnels, c'est sûr. Mm. Et tu seras entouré de qui avec toi, de mecs du Alors sol ou du là, MMA? en niveau du MMA, j'ai 2 personnes en négociation. Voilà. Des personnes qui sont très connues, qui vont tout à fait adhérer au projet qu'on veut mettre en place. Donc, pour l'instant, je ne peux pas te donner de nom parce que c'est encore voilà, à peaufiner. Mais voilà, on a deux personnes là qui peuvent vraiment, je pense, faire un super travail. Moi, je vais prendre du recul dans le sens où c'est pas moi qui vais donner des cours, etc. Tu vois, avec mes associés, on monte une structure dans laquelle, Hmm. voilà, on va avoir vraiment un head coach de MMA
gérer le MMA, toute la partie du MMA amateur et professionnel. Voilà, on ouvre une salle pour vraiment que le mec qui prendra en charge le MMA s'épanouisse à 300% dans ce qu'il aime. Voilà. Oui, parce que toi, tes projets, c'est de consacrer pleinement à l'arbitrage. Moi, mon projet, c'est de me consacrer pleinement à l'arbitrage. Donc, du coup, c'est pour ça que sur le MMA, je ne peux pas vraiment intervenir. Moi, il y a des cours que je vais faire, notamment des cours de pied-point, ce qu'on appelle du PAO. Donc, où là, je m'éclate et puis j'arrive à réunir aussi bien des gens qui font de la compétition que la jeune ménagère qui a envie de donner des Hmm. coups de pied, des coups de poing, mais sans prendre de coups, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Je pense que je vais prendre aussi en charge la partie MMA féminine, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment pas mal de filles. Et si tu veux, j'ai une bonne analyse sur la complexité psychologique des femmes sur le MMA. Donc, du coup, ça peut bien matcher. Voilà. Et puis après, c'est de la gestion de la salle, des trucs comme ça. Et puis, avec mon associé, on a le projet de monter cette structure-là sur d'autres lieux aussi, donc deux, trois salles éventuellement autour de Paris. Ouais. Voilà. Ouais, et toi, vu que tu as entraîné des hommes et des femmes au plus haut niveau, qu'est-ce qui est le plus dur d'entraîner un homme et une femme, la différence? Je sais qu'après, au niveau du cutting, les femmes, quand elles ont leur règle et tout, c'est très compliqué. Mhm. J'ai entendu dire des coachs, pour eux, c'était très compliqué à gérer. Ouais. Et après, au niveau technique, tout ça, si tu pouvais Non, expliquer. non. Alors non, franchement, pour moi, il y a pas une différence. Chaque athlète est différent déjà d'eux-mêmes. Déjà, Ouais, de base. deux athlètes hommes, ils vont avoir une psychologie différente. Il y en a, il y en a qui vont aller au combat parce que ils ont envie de se prouver des choses. Il y en a, ils veulent aller au combat parce qu'ils ont Hmm. envie de se battre. Il y en a, ils vont aller au combat parce que ils veulent appliquer les techniques qu'ils ont apprises, mais la partie un peu dangereuse du combat, c'est pas quelque chose qui les marque. Donc, tu vois, déjà, entre deux hommes, il y a une psychologie qui est vraiment différente. Entre deux femmes, c'est pareil. Chacune a une envie d'aller au combat pour différentes raisons. Hmm. Maintenant, il y a et des similitudes et des disparitions entre hommes et femmes. Mais c'est pas plus difficile un homme qu'une femme, hein. Des fois, un homme, c'est aussi c'est casse-couille, quoi, hein. Ça te prend la tête, hein. Et que avec certaines femmes, ça va glisser nickel. Tu vas lui expliquer un truc, elle va te dire oui, oui, elle le fait, et puis c'est top. Donc non, après, c'est plutôt d'ordre physiologique. Oui, quand les femmes ont leur menstruation et que Oui. c'est au moment du combat, ben, le problème de la perte de dos, elle est compliquée parce que une femme qui a ses menstruations, ben, c'est aussi déjà une perte d'énergie, etc. Donc c'est des choses, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, et puis il y a des On veut le faire combattantes, avec. il me semble qu'elles y ont laissé leur peau avec ça parce que c'est quelque chose, ça avait été très très mal géré par les coachs. Pour ça, j'entendais pas mal de coachs qui disaient que ce passage-là, pour eux, c'était difficile à gérer. Bon, Bah, c'est sûrement dû à un manque de formation, sans non, doute, mais mais c'est quelque chose qu'on sait. C'est-à-dire que quand les femmes ils ont une menstruation, la perte d'eau pour faire un cutting, elle est super compliquée. Si dans ta tête, je veux dire, une femme qui n'est pas en période de menstruation, si elle doit cutter, je dis une connerie, elle a l'habitude de cutter 5 kilos, de perdre ses 5 kilos hyper rapidement. Le jour où elle a ses menstruations et qu'elle doit le faire le truc, les 5 kilos, on n'y arrive pas. Elle va perdre 2 ou 3 kilos. Après, le reste, c'est pas possible. Et après, ça devient dangereux. Tu vois. Donc, c'est vrai que là, c'est une donnée qu'on va savoir, c'est que quand on a une date de combat, bah, pratiquement la première chose qu'on demande, et on va demander, on va dire deux choses. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Ça va tomber telle date. Est-ce que ça va être dans ta période des règles? Ah, attends, il faut que je regarde. Tu vois, on a en gros deux questions qu'on va poser parce que cette réalité-là est importante pour concevoir la perte de poids. Donc, une fois que tu sais que c'est une période de règles pour la femme, bah, du coup, le régime, tu le prévois autrement, quoi. Tu sais que tu ne pourras pas faire un cutting que tu faisais d'habitude. Donc, c'est de la gestion, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. très bien. Donc maintenant, je voudrais qu'on vienne sur sur ton rôle d'arbitre, de Ouais, juge arbitre dans le MMA. Si ouais. tu peux expliquer le cheminement pour devenir juge arbitre. Alors, mon cheminement ou le cheminement actuel?
Bah, ton cheminement et puis après le cheminement actuel, comment on fait Alors, pour. moi, mon cheminement, il est assez simple parce que, si tu veux, bah, comme j'étais un des pionniers du MMA, j'organisais déjà à l'époque des petits interclubs, tu vois. Hmm. Hop, voilà, mon chien il tombe. Comme Johnny, tout ça, etc. Tu vois, ils ont fait des petits interclubs, je les avais fait combattre sur des petits interclubs, tout ça. Et donc, du coup, j'arbitrais. Et à un moment donné, je devais combattre. C'est la dernière fois que je devais combattre, c'était pour le France-Angleterre en 2003, 2004, je ne sais plus. Où il y avait Cyril qui avait combattu contre Bisping en pied-point, il y avait Manu Fernandez qui avait combattu, il y avait David Baron qui avait combattu contre Dan Hardy. Euh, voilà, on avait une putain d'équipe de France. Et je devais y combattre aussi. Et quelques semaines avant le combat, je me blesse au genou pendant un sparring. Et me pète je me pète le genou, donc les croisés. Donc je ne peux pas aller combattre. Et l'organisateur de cet événement, un Français qui s'appelle Grégory Huot, me dit, tiens, bah écoute, comme c'est un France-Angleterre, on va faire une parité au niveau des arbitres, vu que tu as déjà un petit peu arbitré comme ça, est-ce que ça te dit d'arbitrer? Bah, je dis, écoute, Banco, vas-y, je vais arbitrer. Et du coup, c'est de là qu'a commencé vraiment ma carrière d'arbitre. Et du coup, j'ai arbitré pas mal de compétitions de MMA. Donc, j'ai arbitré en Russie, j'ai arbitré en Angleterre, j'ai arbitré en Belgique, j'ai arbitré au Portugal. Et puis après, je me suis occupé de la formation des juges et des arbitres en pancrace pendant très longtemps, pendant presque plus de 10 ans. Ouais, presque 10 ans au sein de la FFKMDA. Oui. Voilà, je faisais des formations, des choses comme ça, etc. Donc j'ai formé Ahmed Korchi, tout ça, tous ces jeunes-là, Patricio Carlos, toute la génération qu'on voit là, il y en a beaucoup que j'ai formé en pancrace. Voilà. Et puis quand j'ai eu ma salle, j'avais plus le temps vraiment d'arbitrer. Et donc, excuse-moi. Et donc, je suis revenu aux affaires là en 2020. On m'a demandé, tiens, est-ce que ça te dit d'arbitrer? J'ai dit, bah écoute, Banco, bah oui, là en plus c'est du MMA, oui, à fond, et puis voilà. Et donc je suis revenu à arbitrer comme ça en MMA depuis 2020. Ensuite, on a fait venir, la fédération a fait venir Marc Godard, qui était Ah oui, Marc Laudert. le seul habilité à faire une formation IMAF internationale par sa formation. Donc, ça coûte un peu de sous. Mais après, bah, si tu veux en faire un peu ton métier, tu es vite remboursé au final, hein. Et donc, du coup, sur la session, on n'était pas nombreux, on était une dizaine. Et sur la session, je suis le seul à avoir tout eu, c'est-à-dire et la partie théorique et la partie pratique. Et sinon, on a d'autres qui n'ont rien eu, parce qu'il y a un examen à la fin. Il y en a d'autres qui ont eu une partie et pas l'autre, etc. Voilà. Et suite à ça, bah, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avoir le diplôme IMAF, donc international. C'est de niveau 3, je crois, à l'IMAF. C'est 3 ou 4, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 3 ou si c'est des lettres, genre A, B, C, tu vois. Et donc, du coup, ça me donne la capacité et la qualité de juger et d'arbitrer sur toutes les compétitions internationales, que ce soit amateur et professionnel. Voilà. Et en France, on est, hop, je me mets comme ça parce que ça tourne. En France, on est avoir la certification internationale. Il y a Ahmed Korchi, il y a Ludovic Dandine, dit Shadow Ludo, Ah oui. euh, et moi, je crois. Voilà, on n'est que trois. Ludo, pour l'instant, ça ne l'intéresse plus trop d'arbitrer. Il reste Ahmed Korchi, qui arbitre encore sur de différentes compétitions françaises et internationales, et moi. Voilà. Et, et j'ai eu l'honneur d'être le premier Français arbitre au premier UFC en France. Donc Oui. ça, c'était cool. Hmm. Mm. Du coup, on va te revoir en septembre, non? Tu sais pas? Bah, Que tu j'espère. reviennes. Je fais tout pour, j'essaye de bien travailler Parce pour eux. que vous êtes prévenu combien de temps à l'avance là, pour des grosses orgas comme ça, des gros événements, Ivo? Pour l'UFC Paris, j'étais prévenu en juillet. En juillet, D'accord. j'étais quasiment sûr à 90% que j'allais arbitrer. Et après, s'officialise peut-être 15 jours, 3 semaines avant, quoi. Voilà.
Ok. Et du coup, là, maintenant, si tu veux, c'est pareil. Marc Godard, il fait travailler vraiment les gars dont il a la certitude de leur qualité Leurs d'arbitre, compétences, ouais. leurs Mm. compétences. Et donc, il place, des fois, il m'appelle, il me dit, tiens, est-ce que tu es disponible telle date pour tel truc? Je dis, bah oui, bah non, etc. C'est comme là, le KSW, il m'a demandé si j'étais dispo. J'ai dit, bah oui, j'étais dispo. Il m'avait demandé un week-end avant, mais j'étais pas dispo. Donc, c'était pour le 23 avril. Et là, j'ai fait pour le 13 mai. Là, pour le 3 juin, je suis pareil, je suis pas dispo, donc je peux pas y être. Mais bon, j'espère en faire d'autres parce que là, ce qui était assez sympa, c'est que c'était un petit KSW. Ils ont un peu le projet de faire comme les UFC Apex. Tu vois, c'est des Ouais. petites structures. Donc, il n'y avait que 7 combats. On était 3 arbitres, donc 2 arbitres polonais et moi. Et je suis le seul à avoir fait, à avoir fait 3 combats, dont le Common Event. Donc, ça Ouais. montre, si tu veux, le projet, si tu veux, d'avoir, et de confiance aussi de Marc Godard, quoi, tu vois, qui me met Bien sur sûr. un truc qui est assez énorme. KSW, c'est l'une des plus grosses organisations européennes. Oui. Je pense qu'ils vont battre un record là avec faire un KSW dans un stade avec 70 000 personnes. Ça, Ah, le c'est stade du Légia Varsovie, ouais. Mm. ouais, ça s'est jamais fait en Europe. Voilà. Donc du coup, voilà, si je peux arriver à être aussi un peu récurrent sur le KSW, ouais, je serais content, quoi. Et après, le but ultime, ça serait d'être à l'arbitre à un UFC à Las Vegas. Ça serait top, ça. Ah, je pense ouais que ça doit être le rêve, ouais, Ah bah d'être pour moi, ouais, solitaire là-bas. Ouais. pour moi, c'est mon rêve, ouais, bah, ça c'est sûr. Oui, donc tu as expliqué ton parcours et maintenant le cheminement pour pouvoir devenir arbitre en Alors, le France. cheminement pour devenir arbitre, alors il se compose de 3 niveaux. Dans un premier temps, tu as ce qu'on appelle le niveau 1, où tu as pour titre de commissaire. Et le commissaire, ce sont des postes à petite responsabilité au sein d'un combat de MMA. Ce qu'on appelle les petites responsabilités, c'est que c'est des responsabilités qui n'ont pas d'interférence sur l'issue du combat. Ceux qui ont de l'interférence vraiment directement sur l'issue du combat, c'est les 2 personnes qui vont être, ça va être deux rôles, l'arbitre, bien évidemment, et les juges, parce que c'est eux qui déterminent après un vainqueur et un perdant. D'accord. Mais les postes qui sont à côté, qui sont les inspecteurs, ce sont ceux que tu vois derrière les coachs qui leur disent calmez-vous, faites moins de bruit. Et ce sont ceux aussi qui Oui, rentrent dans ouais. la cage et qui vérifient que le coach ne mette pas de l'eau sur la tête, fasse pas n'importe quoi, etc. D'accord. Ça, c'est les inspecteurs. Ensuite, tu as des pits. Les pits, c'est eux qui ouvrent les portes. Voilà. Et puis, tu as ce qu'on appelle le timekeeper, donc c'est le chrono. Et tu as le scorekeeper, c'est lui qui note les scores sur la feuille de scoring. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une petite formation. Tout ça en distance. Et après, tu valides cette formation en shadowing, c'est-à-dire que tu apparais dans un listing. Dans ce listing-là, on y met les différentes compétitions qu'il y a en amateur, parce que là, c'est pour de l'amateur. Et tu te proposes, et du coup, ce sont les délégués officiels qui prennent les aspirants NA pour les mettre en shadowing, pour ensuite, à partir d'un certain nombre de compétitions et de combats effectués, sont validés en N1. Voilà. Donc là, le N1, très simple à faire. Là, pour l'instant, c'est fermé. Ça va être de nouveau ouvert à partir de la rentrée, mais on ne veut pas non plus un nombre illimité de personnes en N1, parce que nous, ça ne nous sert à rien. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui viennent régulièrement travailler, si tu veux, effectuer Mm. une tâche. Parce que plus tu vas effectuer une tâche, meilleur tu seras. Et si c'est pour avoir plein de monde, et puis en fin de compte, tu fais un événement tous les 4 mois, c'est pas tellement intéressant et tu vas pas progresser sur ton travail. Donc voilà, on va limiter aussi le nombre de personnes sur ces postes-là. Ensuite, tu auras une formation N2. N2, tu pourras être juge et arbitre, juge et arbitre sur des combats amateurs.
Pour ça, tu dois obligatoirement avoir un grade vert. Donc, c'est un grade charnière au niveau de la FMMAF, aussi bien pour enseigner, Combattre en amateur. combattre et être officiel. D'accord? Donc, tu prouves que tu as des qualités techniques requises pour passer ton grade vert. Une fois que tu as ton grade vert, tu peux t'inscrire à la formation N2 qui sera elle aussi à partir de la rentrée prochaine, qui sera aussi en distanciel. Voilà. Là, on est en train de voir entre en faire une partie en distanciel et une partie aussi en présentiel, parce que là, on rentre déjà dans comment juger un combat, quels sont les critères de jugement, comment analyser un combat pour bien le juger, etc. Comment arbitrer, comment se déplacer. Donc, tu vois, il y a quand même des choses à faire à distance qui sont un peu complexes, donc plutôt les faire en présence. D'accord? Ensuite, tu as le niveau N3. Et le niveau N3, bah, c'est la possibilité de juger des combats professionnels et d'arbitrer des combats professionnels. Et là, on est en train d'élaborer éventuellement un projet pour être N4. N4, c'est combats internationaux. D'accord? Et aussi le fait que tu puisses être délégué officiel. Le délégué officiel, c'est la figure emblématique de la fédération lors d'une compétition, que ce soit amateur ou professionnel, c'est lui qui donne vraiment toutes les décisions, c'est lui qui est vraiment en étroite collaboration avec le promoteur et la fédération. C'est lui qui fait la jonction des deux. Donc c'est un poste à très très haute responsabilité et donc ça demande déjà une expérience, une maturité, voilà. Donc c'est pas ouvert à n'importe qui. Oui, bien sûr, c'est évident. Ben, on le voit dans les autres sports, hein. Généralement, ce sont des anciens arbitres de très haut niveau qui occupent ces postes-là. Exactement. Exactement. Tu vois, au football, voilà, c'est au football, avant d'arbitrer un match à la Coupe du Monde, ben, tu dois passer des tests physiques, techniques, tu vois, tu dois avoir Mm. fait des beaux matchs, très peu d'erreurs, etc. Donc voilà, ils prennent vraiment les meilleurs, quoi. Ils prennent les Ah meilleurs. oui. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles quelle qualité il faut pour être un bon juge arbitre. Parce que si tu veux, tu as t'as vu le Bellator à Paris et il y a eu une décision qui a fait controverse, c'est le combat de Davy où Mhm. l'arbitre a arrêté trop tôt. Donc j'aimerais que Mhm. tu reviennes dessus de ton œil. Ouais. Alors, pour répondre à ta première partie de question, qu'est-ce qu'il faut pour être un Mm. bon... Alors, il y a le juge et l'arbitre, hein. On va partir sur le juge. Le juge, c'est de vraiment, déjà, c'est de prendre des notes sur le combat, c'est d'avoir des pistes de réflexion pour, à la fin du round, pouvoir donner de manière le plus objective selon les critères qui sont donnés, qui sont le critère du grappling et striking effectif. Donc, c'est un ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et Ouais. l'autre. Ensuite, tu as l'agressivité et ensuite, tu as ce qu'on appelle le cash control. Et donc, du coup, c'est d'être concentré sur le fait de bien analyser ces trois éléments. Et selon ça, ben, tu vas pouvoir donner une note de 10 à l'un et de 9 à l'autre combattant. Donc, la difficulté, c'est de beaucoup s'entraîner, de beaucoup de regarder de combat. Là, c'est vraiment, alors là, c'est pour être juge, c'est vraiment, faut regarder des combats, regarder des combats, regarder des combats. Le problème, c'est que lorsque tu regardes des combats à la télé ou sur un écran, tu as toujours le meilleur angle de caméra. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est Ouais. qu'un arbitre, un juge ne peut pas se déplacer. Donc un juge, il a son axe de vision qu'on lui propose. Et si les combattants sont gênés par un poteau, si les combattants sont gênés par l'arbitre, enfin, si la vision, le juge est gêné par l'arbitre, par un poteau, etc., sa vision, elle sera complètement différente par rapport à quelqu'un qui verrait mieux. Oui. C'est aussi pour ça que des fois, on se dit, ouais, les juges, mais qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Bah ouais, mais si le combat, il se fait à 80% dans un axe où il y a un juge qui n'a pas bien vu, ben, il va donner des critères de jugement par rapport à ce qu'il aura pu voir sur les 20% restants, tu vois. Donc, Et excuse-moi si je peux ouais. rajouter, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des cages rondes et non en forme octogone, justement pour avoir cette visibilité. Ouais, après, tu sais, ça n'empêchera jamais l'arbitre de se placer à un endroit qui peut être entre les combattants, l'arbitre et le juge, tu vois. Oui, Donc, mais du coup, déjà, ça élimine au moins un obstacle dans la vision du juge, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est évident. Après, il y a, voilà. Mais c'est pour ça que déjà, un juge, la difficulté, c'est de garder ses critères en tête et de travailler dessus et de vraiment de travailler en toute objectivité sur ces critères qui sont définis.
Les critères, ce sont ceux-là. Si peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura d'autres critères. Et donc, pour le coup, bah, il y aura Mm. une mise à jour à faire sur le jugement. Tu vois. Mais pour l'instant, tant ce sont ceux-là, on doit rester focus là-dessus et s'entraîner là-dessus. Donc, moi, j'invite les gens qui veulent un peu voir ce que c'est le jugement, de regarder des combats sans connaître les résultats, mais sans le son. Parce que le son, entre le public, entre le machin, etc., ça peut te faire analyser autrement une action. Quand il n'y Ouais. a pas le son, bah, tu n'entends pas le bruit d'impact, tu n'entends pas le bruit de la foule. Donc, tu vas vraiment regarder est-ce que ça a créé des dommages, est-ce que cette percussion a créé des dommages, est-ce que le grappling a été effectif. Voilà. Et donc, selon tout ça, ça va te donner vraiment des pistes de travail efficaces pour pouvoir devenir un bon juge. Donc, ça, c'est la partie juge. Ensuite, sur la partie arbitre, euh, il faut beaucoup d'expérience. Et je pense que l'expérience aussi de pratique de MMA est hyper importante. Si tu as déjà fait du MMA en compétition aussi, je pense que c'est un atout Ouais. complémentaire. Ouais, Voilà. j'allais venir dessus. Ouais, je pense qu'il faut Parce que, avoir fait parce que, au moins quelque chose dans le MMA pour, parce que tu as je déjà pense. la sensation, tu sais où ce que le gars il ressent, Mm. la dureté du combat, la fatigue, machin, etc. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important d'avoir eu cette notion de combat de MMA. Quelqu'un qui n'a Mm. pas combattu en MMA, je trouve que quelque part, ça manque. Je ne dis pas qu'il ne sera pas un bon arbitre, hein, je ne dis pas ça, mais Oui, c'est pour ça. c'est un atout C'est ben, supplémentaire. c'est comme les coachs. C'est pas forcément que tu as une grande carrière de combattant que ça va faire de toi un mauvais coach, quoi. Exactement. Donc, c'est comme tout, je L'inverse pense. aussi. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est un atout supplémentaire. C'est juste de Mm. ça. Ensuite, il faut avoir un caractère, il faut être ferme et à la fois courtois, il faut avoir preuve aussi, faut avoir aussi une forme de charisme. Tu vois, c'est important de montrer un peu l'image que tu as, de véhiculer une image qui est sérieuse, qui est correcte pendant la cage, pendant les briefings, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants. L'arbitre, on le voit qu'à des moments clés. C'est-à-dire, on le voit quand il y a un truc qui ne se passe pas bien et on le voit quand il y a l'arrêt d'un combat. Voilà. Mm. Maintenant, c'est comment toi, tu vas arriver à être. Est-ce que tu vas gêner l'angle de vision? Est-ce que tu vas avoir une attitude qui fait que on te voit, mais on ne fait pas vraiment attention à toi, ou alors parce que ton attitude, elle est tellement ridicule que du coup, les spectateurs, ils font que te regarder et à la moindre connerie, du coup, on dit, ah, regarde, il est nul, il est nul, il est nul. Donc, tu vois, ton attitude, tes déplacements, ta concentration, tout ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte pour que tu puisses devenir aussi un bon arbitre. Ça, c'est important. L'expérience du combat, c'est important. Se garder en forme, c'est important. Tu vois, voilà, il y a tout ça qui joue. Et après, il y a ta notion de stress que tu peux avoir. Moi, j'ai cette chance de ne pas être stressé. Et quand il y a des événements, quand des trucs qui sont vraiment très, très importants, je suis plutôt excité, enjoué que stressé et tu vois, d'avoir peur. Dire, quand tu rentres dans la cage, tu check Bruce Buffer et tu as 17 000 personnes qui te regardent et qu'il y a un bruit de ouf et que tu vois UFC Ouais. partout, partout, bah, quand j'en discute avec certains arbitres ou des mecs qui veulent devenir arbitre, ils me disent oh, putain, ça doit être un truc de ouf, ça doit être flippant, flippant. Ouais, si tu veux, c'est une bonne flip. Tu vois, c'est quelque chose, c'est Ouais, flippant, mais mais c'est comme un combat, c'est quoi. excitant. C'est comme le C'est ça, combattant qui rentre dans la cage. C'est la c'est même chose, ça, t'es dans ton truc. c'est ça. Je suis dans mon truc, donc du coup, voilà, faut ressentir ça, quoi. Et ça, c'est important. Et après, l'autre chose qui est hyper importante, que des fois, je rappelle aussi à mes potes qui sont officiels et qui sont arbitres, euh, c'est que tu ne dois pas faire de distinguo entre un combat que tu vas arbitrer devant 10 000 personnes et c'est un combat pour une ceinture et un Mm. combat amateur Oui. à Tataouine-les-Oies avec deux jeunes dont c'est leur premier combat. Le Oui. combat, c'est exactement le même. L'enjeu est différent, mais le combat est exactement le même. Si tu as deux personnes qui vont combattre, deux personnes qui ont des envies de victoire, deux personnes qui ont du stress, deux personnes qui ont des qualités et des défauts, deux caractères différents. Et c'est pas parce qu'il y en a un où ça brille dans la lumière
que tu dois être plus ceci, plus cela, ou moins ceci, ou moins cela. Tu dois être exactement pareil. Dès lors que tu commences, toi, dans ta tête, à te dire, ah, mais pour moi, un combat main event ou un common event, c'est quand même différent. Ben non, c'est pas différent. Ça reste un combat et le combat, c'est le même. C'est juste à un moment donné, c'est la notoriété du combat qui fait que. Mais ton travail en lui-même, c'est exactement le même. Je veux dire que tu vendes une voiture, je vais dire, à un jeune ou à une personne plus âgée, ton but, c'est que tu vas vendre la voiture, la même voiture. Tu ne vas pas être bien différent, sûr. tu vois. Tu Mm. vas juste être plus vigilant sur des différentes choses. Mais ta fonction d'arbitre, c'est exactement la même que tu arbitres un combat amateur ou un combat professionnel. Et ça, c'est hyper important. Il y a des fois, certains arbitres qui pensent que, euh, tu vois, on me dit des fois, ouais, mais il faudrait que je combatte, il faudrait que j'arbitre des combats main event ou du co-main event pour m'habituer. Ben, je vois pas en quoi ça peut t'habituer, quoi. Arbitre plein de combats, que tu arbitres des combats amateurs ou pas ou main event, ben, c'est la même chose. Et si à un moment donné, on juge que tu as les capacités d'expérience pour faire un main event ou un co-main event, eh ben, vas-y, on te mettra dessus. Peut-être que si on ne te met pas dessus, c'est qu'on juge que tu n'as pas encore tout à fait l'attitude et si tu veux, l'attitude et la force, on va dire la force mentale pour pouvoir gérer la pression d'un common event. Parce qu'en fin de compte, là où ça va se jouer, c'est ta relation au stress par rapport à l'enjeu, par rapport au public. Tu vois, on va dire que si c'est un combat amateur, tu seras moins stressé, mais tu dois rester toujours pareil. Et si c'est un combat un gros main event, tu pourrais être stressé parce que tu te dis, oh là là, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais non, il faut que tu restes exactement pareil, à te dire, bah, je dois arbitrer un combat, que ce soit un gros truc ou que ce soit un petit truc beaucoup moins important. Je dois arbitrer avec la même concentration, la même attitude et la même passion que je peux y mettre. Oui, oui, c'est tout à fait logique. Et maintenant, oui, comme je disais pour le Bellator, la décision arbitrale, si tu pouvais y revenir Ah oui, dessus, oui. toi, avec ton œil de pro. Alors, l'arbitre qui a stoppé, franchement, je pense qu'on se serait tous fait avoir. Je veux dire, moi le premier, je me serais fait avoir. Il a reconnu tout de suite son erreur. Tout de suite, il a dit ouais, je suis désolé, je croyais que tu t'es évanoui. Enfin, tout de suite, il a vu son erreur. Et tu vois, ça, 10 minutes après, c'était mis en no contest, quoi. Donc, Ouais, ouais, ils ont le été truc, très c'est pros que là-dessus, ouais, ils se sont bien revenus ouais, dessus. Ouais. on peut jamais revenir sur une décision d'arbitrage. C'est-à-dire que tu vois, même si même l'arbitre là, il s'aperçoit que comment dire, il a fait une connerie, on peut pas se dire ah bah allez, vas-y, on va repartir le combat. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu peux pas. Tu vois. Même le gars, il avait la prise. Tu vois, son adversaire à David, il avait la prise. Il va dire bah attendez, moi j'avais une prise. Pourquoi je recommence un combat à zéro? On va repartir debout. Je vais peut-être me prendre. Si je me prends un KO, alors c'est n'importe quoi, tu vois. Donc on peut pas Mm. repartir. Maintenant, dans la position où il était, c'est vrai qu'effectivement, bah, David ne bougeait plus. Bah, c'est vrai qu'il ne cherchait pas à bouger parce qu'en fin de compte, s'il se sentait pas en danger, bah, il n'avait pas de Ouais, et raison puis de bouger, hein. Tactiquement, il pour avait le faire, droit. ouais, et puis pour faire relâcher la pression sur l'étanglement, il tenait sa jambe en plus. Exactement. Donc, du coup, Mm. c'est vrai que c'était de la patience. L'autre en face, bah, il avait sa prise et il serrait et puis il attendait aussi. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu vois l'athlète qui ne bouge plus du tout, bah, tu penses qu'il s'est fait évanouir, quoi. Donc, il faut Ouais, toujours jouer sur la sécurité. Donc, il faut plutôt voir quelque chose où l'arbitre, il a vraiment joué sur la sécurité, pensant que Davy était en évanouissement. Et donc, du coup, il stoppe le combat. Voilà. Bon, ce n'était pas le cas. Mais en même temps, il se tenait, donc tu ne peux pas lui attraper la main pour voir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de oui, fois, tu peux attraper la main pour voir si le gars il s'endort, si le gars il est tout mou, ou une jambe, ou tu vois, quelque chose, une sensation. Mais là, David était vraiment bien fermé. Il faut voir aussi que des fois, tu peux être évanoui, mais avoir un spasme musculaire qui fait que tu es en crispation. Mais tu t'es évanoui quand même. Tu vois? Donc, c'est pas évident. Donc, on se serait tous fait avoir. Voilà, il ne faut pas oublier que l'arbitre, il est là, il est sur l'instant présent, il est à 20 cm de l'action, il a des choses qu'on voit qui ne sont pas perceptibles
déjà par la caméra et par le gars qui est spectateur, qui est à 60 mètres ou 80 mètres de là et ou qui regarde sur les écrans, tu vois. Mm. Donc, ça, faut pas l'oublier. C'est comme plein de fois, des fois, on va dire, ouais, mais là, pourquoi t'as pas arrêté le combat? Il me prenait des coups, etc. Bah ouais, mais moi, je vois si les coups, ils arrivent dans les gants, si les coups, ils arrivent à côté, ou si les coups, ils sont dommageables, s'ils créent des dégâts. Tu vois, il y a plein de fois, le gars, Oui, il parce fait que ça, il fait ça, il fait ça, mais il n'y a rien en fin de compte. Donc, j'ai aucune on, raison d'arrêter le combat, il n'y a pas de danger. on le répète jamais assez de toute façon, mais l'arbitre est là aussi pour protéger l'intégrité des combattants. Ah, c'est même pas il est là pour aussi, il est là exclusivement pour protéger l'intégrité des combattants. Ouais. C'est ça, c'est Oui, sa mission première. Ouais, ouais. C'est vraiment la mission première. ben, tu vois, on a parlé du combat de Davy. Il y a contre eux, il y avait le combat à l'UFC de Benoît Saint-Denis où justement l'arbitre aurait dû arrêter le combat parce qu'il prenait trop de dommages, Là, Benoît. bah oui, là pour le coup, On a vu l'inverse, quoi. Mm. là on a vu l'inverse. Là pour le coup, d'ailleurs l'arbitre il a été remercié tout de suite. Hein. Ouais, ouais, ils l'ont foutu Il a fait dehors. Ouais. son Mm. combat, ils l'ont mis dehors. Là pour le coup, c'est vrai que là l'arbitre il avait un créneau, pour arrêter le combat. Et c'est ça la difficulté du métier, et c'est pas donné à tout le monde. C'est de bien juger cette fenêtre de tir. Après, si tu veux, tu vois, donc sur le moment, bah oui, Benoît, il s'est pris vraiment des sales coups. Le mec n'a pas arrêté le combat. Mais après, Il le était combat, hésitant quand même, l'arbitre. ouais, il était hésitant, mais après, le combat, il s'est terminé au point en fin de compte. Oui, c'est terminé au point. Ouais. Tu vois, le Mais gars bon. n'a pas perdu par TKO, n'a pas perdu par KO, quoi. Tu vois. Donc après, on est aussi sur le côté. Donc l'arbitre a merdé, ok. Il avait une fenêtre de tir, il l'a loupé, et après, il n'avait plus de fenêtre de tir. Tu vois ce que je veux dire? C'était compliqué pour lui. C'est qu'après, il n'y avait plus une action qui aurait pu justifier qu'il arrête le combat. Du coup, le combat s'est déroulé et ça s'est terminé au point. Tu vois? On aurait pu aussi à ce moment-là se dire, bah tiens, le coach aurait pu jeter l'éponge. Tu vois? Ça peut faire partie aussi de la responsabilité du coach. Bon, mais le coach, il se dit, bah attends, j'attends encore, et il a eu raison quelque part, parce que tu vois, le combat s'est terminé au point. Ok, d'accord, il a perdu. Mais il n'a pas perdu sur un KO, il n'a pas perdu sur une soumission, et tu vois, voilà. Donc, quelque part, après, on peut dire, de l'autre côté de la médaille, on peut dire, bah, l'arbitre, il a raté sa fenêtre de tir, mais quelque part, bah, il n'en avait plus derrière et le combat se termine au point. Le coach, il avait aussi une fenêtre de tir, il ne l'a pas utilisée, et au final, bah, tant mieux parce que il perd, mais pas sur un KO TKO. Donc, tu sais, avec tout ce que ça peut engranger psychologiquement ou au niveau médiatique, ou au niveau du scoring à l'UFC, voilà. Donc, on se dit, bon, c'est toujours mieux de perdre au point que de perdre sur un KO ou TKO. Tu vois. Donc, la difficulté de l'arbitre, c'est d'avoir cette fenêtre de tir à un moment présent et de se dire est-ce que je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Et ça, c'est l'expérience qui fait ça. Ok. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le traitement des officiels par les organisations. On sait Mhm. qu'il y a des combattants qui parfois se plaignent du traitement que certaines orgas leur réservent ou d'autres qui disent qu'ils sont très bien traités. Comment c'est Mhm. pour vous, les officiels, quand vous rentrez dans une orga, si elles vous traitent bien ou... Bah, après, il n'y a pas de. Nous, on est là pour faire une action, tu vois, pour faire une tâche. Voilà, après, bah, des fois, on a un hôtel qui est super et puis des fois, on a un hôtel qui n'est pas super. Bon, après, nous, on le remonte, si tu veux, on le remonte au bureau technique des officiels, c'est-à-dire qu'après, si on s'aperçoit qu'on a été mal reçu et que le mec veut refaire un autre événement, bah, on lui dit par contre, la dernière fois, l'hôtel, il était vraiment pourri, ou tu vois, ou tu n'avais pas même pas prévu un sandwich pour les officiels, donc la prochaine fois, tu prévois un sandwich, une bouteille d'eau, un hôtel correct ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, il y a pas de. Bah, c'est comme tout après, hein, tu as des grosses organisations et des plus petites organisations, ça dépend des moyens. Voilà. Mais c'est pour ça que, aussi, en tant qu'organisateur, il ne faut pas se précipiter à vouloir absolument faire un événement si on n'a pas tous les moyens nécessaires de le faire. Il faut mieux attendre un peu et de faire un beau truc que de vouloir absolument faire quelque chose et qui est un peu médiocre, quoi. Tu vois, qui est médiocre sur la carte. Là, des fois,
je vois des événements qui ne sont pas sous la Fédération française de MMA, mais je vois des événements parce que maintenant tout le monde peut faire du MMA, où ils font des cartes avec des gars qui ont des scorings, genre 3 victoires, 25 défaites, tu vois. Et je me dis pour le public, c'est quand même du foutage de gueule. T'imagines? Oui, oui. Il va payer un mec, il a que des défaites. Donc ça ressemble à rien. Ben, on le voit dans la boxe anglaise, hein, des mecs avec un palmarès comme ça, hein. Bah ouais, c'est pas évident, quoi. On en Donc, voit pas mal. après, voilà, c'est au public de voir aussi qui organise, comment s'organiser, avec quelle fédération s'organiser, etc. Déjà, nous, au sein de la fédération de MMA, on a vraiment un gage de qualité. Un gage de qualité sur le staff, les officiels, un gage de qualité sur la réglementation, un gage de qualité sur le code sportif. Et tu vois, ça s'en ressent, quoi. Quand on voit certaines compétitions où justement tu ne comprends pas, il y a un mec qui était amateur mais combat en pro, puis là il recombat en amateur, il recombat en pro, tu te dis mais c'est bizarre. Après les gants, il n'y a pas de normalisation dans les gants. En amateur, est-ce qu'ils sont avec un rash guard, pas de rash guard, tu vois. Bon, nous on gère avec la fédération internationale, donc on a un code sportif qui est aussi en relation avec ça, et c'est un gage de qualité. C'est comme un label, tu vois. Donc, nous, on a un label qui est de qualité. Après, les gens, ils veulent travailler avec un label avec moins de qualité. Bah, tant qu'il n'y a pas d'accident, ça passe, hein. Mais le jour où il y a un accident, bah, ils verront, hein. Ils diront, ah ben, si j'avais su, j'aurais peut-être payé un peu plus cher, mais j'aurais été en meilleure sécurité, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, on a vers la fin, mais je voulais savoir, maintenant que tu vas Mhm. avoir cette nouvelle structure, bon, tu vas te consacrer à l'abritage, mais est-ce que tu as des projets d'avoir une promotion pour faire combattre des combattants amateurs, voire des combattants pros qui pourraient sortir de ton club, ou une société de management pour les accompagner tout le long de leur carrière? Alors moi, perso, non, mais mon associé, il a des projets ouais, de compétition ou de petits événements pour faire sortir justement certains gars du club sur des combats, Ouais. ouais. Voilà, et comme sur du management et tout ça. Voilà. Donc moi, c'est pas ma partie. Je dis toujours, il faut les bonnes personnes aux bons endroits. Ouais. C'est pas ma partie, le management, c'est pas mon truc. L'organisation, pourtant j'ai organisé à l'époque plein de compétitions amateurs, et puis j'ai organisé un des premiers galas de Pancras. C'était je sais plus en quelle année, en 2003, je crois. Je crois que c'est avant Hatch même. Et je l'ai fait une fois et j'ai dit, ah, plus jamais je ferai un gala, quoi. C'est terminé, c'est trop galère. Donc je laisse la place à d'autres faire, mais il y a dans notre structure, il y a ce type de projet, ouais, de management et de compétition, absolument. Mm. D'accord. Et comment va s'appeler votre structure pour ceux, s'il y en a qui sont... Alors c'est simple, c'est TFF, The Full Force. Voilà. Et D'accord. Full Force, Très bien. c'était le nom de mon gang quand j'étais gamin à Marne-la-Vallée. TFF. Voilà. D'accord. Pour le retour en Donc, arrière. moi, je vais proposer aux gens, bah, ceux qui sont intéressés par l'arbitrage, bah, de contacter déjà la Fédé. Ils vous Ouais, tout aiguilleront, est ou sinon indiqué sur la contacter fédé. Loïc. Voilà, tout est Mm. indiqué sur la fédération. Après, s'ils veulent des précisions sur Instagram, hein, c'est Loïc Pora, donc Mm. Loïc Pora MMA, ils peuvent me contacter, il n'y a aucun problème, je réponds sans souci. Mais déjà, la première des choses, avant de me contacter, c'est si on a envie de juger ou d'arbitrer, c'est déjà d'avoir lu le règlement, le code sportif, parce que c'est la base. C'est pour ça, Pas contacter envie de aussi, ouais, comme j'ai dit, la Fédé. C'est écrit hein, Qui... sur la fédération, dans le site de la fédération, il y a la réglementation amateur et professionnel. Donc ça, c'est la base. C'est un peu comme quand tu as envie de conduire une voiture, il faut passer le code. Donc si tu Mm. as envie de devenir un juge ou arbitre, il faut lire le code. Donc c'est la même chose. Donc avant de me poser des questions qui risquent de m'énerver, puisque je serai assez cash, bah, d'abord, on lit d'abord la réglementation. Voilà. Ouais. Voilà, vous savez tout. Voilà. Ben, Loïc, encore merci à toi pour ta Bah, merci. disponibilité. Merci, ça me fait plaisir. Top. Ça a été un plaisir. J'espère que ça a pu Donc, expliquer pas mal de choses. je pense, oui. Bon, Ok. ben, je vous remercie à tous ceux qui suivront cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Encore merci. Au revoir. Merci.